Welcome everyone, welcome back. Bienvenue à tous, bienvenue pour un nouveau direct, c'est votre hôte, Danny Haiphong, et nous devons parler des accusations lancées par Volodymyr Zelensky selon lesquelles Vladimir Poutine manipulerait Donald Trump, alors que la panique et la colère s'abattent autour des prochaines discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévues en Alaska. Du côté de Trump, il y a cette croyance enthousiaste que la Russie est prête à faire des concessions, une croyance qui a atteint son paroxysme malgré l'absence totale de preuves. En réalité, certains experts affirment que Poutine est prêt à conduire une négociation dure, avec des exigences qui reviendraient à faire reconnaître officiellement la victoire de la Russie dans l'opération militaire spéciale et que ce serait un long processus sans garantie de succès. Certains s'inquiètent aussi pour la sécurité de Poutine en Alaska et craignent qu'il ne s'agisse d'un piège, sous plusieurs formes. Mais quoi qu'il soit discuté, le calme silencieux de Poutine, qui, depuis des années, exaspère les États-Unis et l'OTAN, transmet clairement le message que la Russie estime avoir toutes les cartes en main. Que pensent mes invités? Eh bien, pour en discuter et aborder bien d'autres sujets, nous accueillons aujourd'hui l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, et l'ancien chef de cabinet du département d'État américain, colonel de l'armée à la retraite, Lawrence Wilkerson. Messieurs, merci beaucoup d'être venus à l'émission. Wilkerson, ravi d'être là. Bon, il faut qu'on parle de ce sommet Poutine-Trump qui suscite énormément de commentaires. Il y a beaucoup, même du brouillard de guerre autour de tout ça. Je veux vous montrer ce que Donald Trump a dit aujourd'hui même à propos de ces discussions. Voici le premier extrait. Je vais le rencontrer, nous allons voir quels sont les paramètres. Je vais ensuite appeler le président Zelensky et les dirigeants européens juste après la réunion. Oui, et je vais leur dire quel genre d'accord. Je ne vais pas conclure d'accord. Ce n'est pas à moi de le faire. Pense qu'un accord devrait être trouvé pour les deux parties. Je veux... And then Trump goes on to ensuite, Trump poursuit en disant ceci. Ce qui ne devrait surprendre personne, il le répète depuis longtemps. Je vais parler à Vladimir Poutine et je vais lui dire tu dois mettre fin à cette guerre. Tu dois y mettre fin. Et il n'allait pas m'embêter, cette guerre ne serait jamais arrivée. Vous savez, on a discuté une fois et on n'en a plus jamais parlé. Ça ne serait jamais arrivé. Alors, Larry Johnson, pour commencer, quelle est votre analyse de la situation autour de ces pourparlers? Quelle est la part de mythe et quelle est la réalité? Trump est dans l'illusion. C'est un remake de ce qui a conduit à Minsk II, mais à une échelle bien plus grande. Minsk II est né parce que les Ukrainiens ont perdu la bataille de Debaltsev, une ville à la frontière entre Louhansk et Donetsk, ce qui signifiait la défaite imminente de l'armée ukrainienne. C'était en janvier-février 2015. Angela Merkel a pris un avion, est allée à Moscou, a eu une réunion urgente avec Vladimir Poutine et l'a convaincu qu'il y avait une sortie pacifique possible, ce qui a mené à la signature des accords de Minsk. Cet accord liait les milices de Donetsk et Louhansk au gouvernement ukrainien. En 2022, on a découvert que Merkel avait avoué « on vous a eu ». Oui, on a juste fait ça pour gagner du temps. Du temps pour que l'Ukraine se reconstruise militairement. Et Poutine a reconnu « oui, je me suis fait avoir. Ils m'ont menti et j'y ai cru ». Rappelez-vous, il y a 3 semaines ou 2 semaines, c'était « la Russie a 50 jours pour accepter un cessez-le-feu ». Puis en 2 ou 3 jours, non, c'est 10 ou 12 jours. Pourquoi? À cause de l'effondrement en cours de l'armée ukrainienne sur le front. C'est un autre moment de Baltsev. L'Ukraine va perdre et l'Occident le sait maintenant. Trump en a été informé, d'où l'urgence d'organiser cette rencontre. Mais la position de Poutine est très claire. Il n'y a rien à négocier. Il ne va pas dire « d'accord, on garde Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia, mais on rend Kherson et Zaporizhia si vous retirez toutes vos troupes de Donetsk et Louhansk ». Ce genre de deal n'arrivera pas. Les territoires que la Russie a annexés, après référendum dans les régions de Louhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson et la Crimée, font désormais partie intégrante de la constitution russe.
Poutine n'a aucun pouvoir de les céder. Donc, pas de concession territoriale. Et le plus gros problème de Trump, et je termine là-dessus, c'est qu'il pense que c'est une guerre pour un différend territorial entre la Russie et la Chine. C'est totalement faux. C'est une guerre liée à l'OTAN. L'Ukraine n'est qu'une victime par procuration dans ce conflit. Yeah, and Colonel Wilkerson, we're hearing a lot Oui. about Et vous savez, land colonel swaps. Wilkerson, on entend beaucoup parler de échange de But I territoire. wanna play Voulez-vous a réagir à ce qu'a dit Larry? Mais je veux aussi passer rapidement ce qu'a dit Lindsey Graham, qu'on entend aussi bien de Trump que de J.D. Vance. Ils parlent tous de ces échanges. Voici un extrait. Voici la carte de l'Ukraine. Les zones en rouge sont sous contrôle russe. Cette semaine, le lac serre. Le président Trump n'a pas exclu que l'Ukraine doive céder une partie de son territoire, ce que les Ukrainiens ont rejeté. Pensez-vous que l'Ukraine doive signer un accord comprenant une telle cession? Pensez à Berlin-Est et Berlin-Ouest. Un conflit peut être gelé ainsi, au moins pour un temps. Idem pour la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'Ukraine ne va pas expulser chaque Russe et la Russie ne va pas tout garder. Donc, il y aura des échanges de territoires à la fin. Ouais, les échanges de terres. Colonel Wilkerson nous aide à comprendre ce que cela signifie, car je l'ai entendu encore et encore. Eh bien, je vais vous aider à comprendre. Il n'y aura pas d'échange de territoire. Et je veux dire que je suis d'accord avec chaque mot que Larry a prononcé. On peut s'arrêter là si vous voulez. Et en bref, que pouvons-nous conclure? Développons si vous voulez. En gros, je vois 3 possibilités ici. Et l'une d'elles prend un peu plus d'ampleur que ce que je pensais avant. La rencontre n'est pas prévue avant vendredi prochain, si j'ai bien compris. En Alaska. Cette semaine, Ah, cette semaine. Oui, désolé. Oui, cette semaine. J.D. Vance vient de dire ce matin que Zelensky pourrait venir. D'accord. Donc, s'ils ont besoin d'un prétexte, voici une première probabilité. Je lui donne environ 20% de chances de se réaliser, possiblement un peu plus. Ils l'annuleront et la rencontre n'aura pas lieu. Et l'incapacité de Zelensky à venir sera la raison officielle donnée. Mais la vraie raison, ce sera qu'ils auront enfin, probablement même suivi le processus avec un peu de supervision de Marco Rubio ou de quelqu'un d'autre et convaincu Trump que c'est un désastre. Voilà la première probabilité. La deuxième, c'est que Trump y aille et que Poutine y aille et qu'ils se rencontrent en Alaska. Et ce qu'ils veulent vraiment discuter, je pense, c'est d'une nouvelle architecture de sécurité européenne et d'une reprise du traité START, pour ensuite aller vers un bien meilleur contrôle nucléaire. Mais ils ne le feront pas. Ils vont se retrouver coincés dans les détails que Larry vient de très bien exposer. Et Trump ne verra aucun moyen, d'aucune façon, de ressortir de cette rencontre en pouvant dire qu'il a gagné ou même fait match nul. Et donc nous aurons alors un scandale encore pire au sein de l'administration Trump que celui que nous avons actuellement avec l'affaire Epstein. Et la troisième possibilité, à celle-là, je donne 50%. Et le reste, je le donne à l'option où nous ne saurons rien de ce qui s'est dit, sauf ce que Trump nous racontera, et ce sera un mensonge, et on avancera à partir de là, ce qui peut nous mener n'importe où. Et je pense que le facteur déterminant là-dedans, ce sera le fait que, comme l'a dit Larry, l'armée ukrainienne est sur le point de dire « J'abandonne, je n'ai plus d'esprit combatif ». Elle va être totalement détruite. Et je pense que maintenant, avant la mi-septembre, probablement même plus tôt, elle capitulera. Donc ces 3 issues ne sont vraiment pas bonnes, mais ce sont les perspectives auxquelles nous faisons face en ce moment. Et je n'exclus rien de la part de l'administration Trump dans la façon dont elle présentera tout cela une fois que ce sera sorti, si en effet la rencontre a lieu. Oui. Permettez-moi juste d'ajouter que les attentes pour cette rencontre ont été placées très haut. Oui, Et c'est un peu comme un mariage arrangé. On vous promet que vous allez épouser une femme magnifique. Et quand vous ouvrez la porte, il y a Jabba le Hutt dans une robe de mariée. j'adore tes images. Mon Dieu. Oui. Je suis d'accord avec l'exposé de colonel Wilkerson sur les perspectives.
Et je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions. Ce serait génial s'il sortait de là en disant « Oui, nous avons un accord. L'Ukraine va retirer ses troupes, et une fois ce retrait effectué, nous aurons un cessez-le-feu, puis nous nous assiérons pour discuter. » Mais je pense que c'est hautement improbable. D'accord. Alors Larry, sûrement tu peux continuer et nous parler de ce qui motive le camp russe ici, car beaucoup de gens me demandent c'est un piège. Ça pourrait même être dangereux d'aller en Alaska. C'est un territoire américain, malgré le fait que Donald Trump ait récemment dit, dans la même conférence de presse que nous avons montrée, qu'il allait en Russie. Donc, parle-nous des motivations de la Russie. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que beaucoup disent, si c'est un piège et que rien ne va vraiment en sortir, quel en est l'intérêt? Que Rappelons que ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine rencontre Donald Trump. Donc Poutine sait ce que beaucoup de personnes que je connais et qui ont eu des réunions en petit comité avec Trump savent aussi. Trump est une personne complètement différente lorsque les caméras sont éteintes et que vous êtes en tête-à-tête avec lui. C'est en fait un homme très peu sûr de lui qui veut être apprécié. Et je pense que Poutine comprend ça, pour commencer, et espère qu'il pourra au moins lui parler d'une manière qui le fera écouter, afin d'éviter une conflagration menant à la Troisième Guerre mondiale. Je pense que ça pèse dans l'esprit de Poutine, car il n'ignore pas les signes évidents de l'agressivité américaine. Pas seulement celle de l'OTAN, mais celle des États-Unis eux-mêmes. Le fait que Donald Trump ait signé jeudi dernier un décret présidentiel déclarant la Russie comme une menace pour la sécurité nationale. En gros, en la qualifiant d'ennemi, le jour même où Witef était à Moscou pour rencontrer Poutine. Et il a fait cela afin de justifier l'imposition de tarifs douaniers sur l'Inde. Puis, le lendemain, il a accueilli un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais il y a des rumeurs sur des clauses secrètes dans cet accord, qui inviteraient l'Arménie et l'Azerbaïdjan à rejoindre l'OTAN. Donc, encore une fois, les États-Unis poursuivent cet effort visant à encercler la Russie avec des pays de l'OTAN et à l'affaiblir et la détruire. On ne peut pas citer une seule action positive de Donald Trump depuis qu'il est en fonction, qui ait permis d'apaiser les tensions avec la Russie. Il n'a rien fait pour nommer un nouvel ambassadeur, rien pour rouvrir les consulats fermés aux États-Unis, rien pour restituer les propriétés confisquées à la Russie, rien pour rétablir les voyages directs vers la Russie. Tout ce dont il parle, ce sont plus de sanctions, plus de tarifs. Tarifs? Pas un seul geste de bonne volonté. Donc du point de vue de Poutine, il va lui parler, ne serait-ce que pour montrer qu'il a coché toutes les cases, qu'il a tout tenté pour poursuivre la paix. Car quand viendra le moment de sécuriser la victoire militaire, il pourra dire « Nous avons tout essayé et vous ne nous avez laissé aucune autre option ». Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Désolé, mon micro était coupé. Colonel Wilkerson, vous avez dit plutôt que cette victoire militaire, dont Larry vient de parler, est en réalité beaucoup plus proche que ce que beaucoup croient ou comprennent. Il y a eu des déclarations de Yuri Ushakov juste après la visite de Wikov et Pepe Escobar, le cite ici. C'est l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov. Il y a une proposition du côté américain que nous trouvons assez acceptable. Et tout le monde a commencé à croire que les États-Unis avaient proposé des conditions de paix. Je suis curieux d'avoir votre évaluation de la situation, car ces deux éléments semblent contradictoires. D'un côté, la Russie proche de la victoire militaire, et de l'autre,
les États-Unis, proposant des termes de paix jugés acceptables, alors même que la Russie n'a rien confirmé de tel. Laissez-moi être totalement positif ici et revenir sur cette petite partie où j'ai dit qu'il y avait une possibilité d'issue positive. Je ne pense pas une seconde que ça va arriver, mais je mets une petite chance dessus et je dis que Witov a finalement compris, en écoutant des gens comme Lavrov et Poutine lui-même, ce que Larry venait de suggérer. Et que personne dans le gouvernement américain, même ceux qui savent que c'est la vérité, n'admettront. Le problème de la Russie n'est pas l'Ukraine. En tant qu'Ukraine, leur problème est l'empiètement sur leur sphère d'influence de manière existentielle. C'est le problème fondamental. Et tant que l'OTAN s'est étendue et continue, comme l'a souligné Larry, avec toutes les indications qu'elle va continuer à s'étendre, ils essaient toujours de renverser le gouvernement en Géorgie, par exemple. Il y a l'Arménie, il y a d'autres perspectives, comme le général Donahue qui parle de Königsberg, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de menaces qui justifient ce que Poutine ressent, et ce que je soupçonne que la plupart des Russes ressentent, y compris ceux de la Douma. Donc, si Witov a eu un aperçu de cela lors de ses discussions avec Poutine, plus de 3 heures, et qu'il est revenu et l'a communiqué clairement à Donald Trump, et que Trump a maintenant au moins une interprétation différente des motivations russes de ce qu'il avait avant, je ne pense pas qu'il avait la moindre idée avant, vraiment. Il s'en servait juste comme outil politique. Je mettrai fin à la guerre en 24 heures. C'était tout ce qu'il faisait. Mais s'il a une idée de la gravité de la situation actuelle, et étant donné sa préférence déclarée pour faire quelque chose à propos de l'expiration du dernier vestige du traité nucléaire, START, en février 2026, alors il pourrait adopter une attitude différente à cette rencontre. Ça me place dans ces 20% environ où je disais qu'il pourrait y avoir une issue positive. En écoutant encore Poutine, qui j'en suis sûr expliquera tout cela très clairement, une fois de plus, au président Trump. Si Trump écoute, et comme l'a dit Larry, d'après ce que j'ai entendu aussi, il est une personne différente quand il est en tête-à-tête ou en interlocuteur avec quelqu'un dans une pièce, il est meilleur. S'il écoute cela, qu'il ressort de la réunion avec au moins ce genre de connaissances et qu'il travaille à partir de cette base en défiant certains néoconservateurs ou autres dans son administration ou derrière qui souhaitent le contraire. Alors on pourrait avoir un tout autre accord ici et sûrement même s'engager dans une diplomatie significative dont Trump serait le cœur. Je n'aurais absolument aucun problème avec ça. Je sais, c'est sûrement un vœu pieux, mais c'est l'interprétation que je ferais d'un résultat positif, potentiellement positif, de cette rencontre, que les points de Larry soient enfin compris par Donald Trump, même s'il est un peu obtus. Et que cela change sa façon de penser sur la manière dont il gère la Russie à partir de maintenant. Maintenant, comment il traduit cela en manœuvre politique, c'est autre chose. Il semble plutôt bon pour ça dans certains domaines, mais pas tellement en diplomatie internationale. Regardez ses gestes envers l'Inde. C'était simplement des gestes insensés. Nous avons maintenant accompli l'impossible. Nous avons mis la Russie, l'Inde et la Chine dans le même camp. Hey, c'est la stratégie secrète de Trump pour gagner le prix Nobel de la paix. Il a rapproché l'Inde et la Chine comme jamais auparavant. Ça mérite le prix Nobel, non? Pourquoi faire? Pour la création d'ennemis. Oui, il y a beaucoup de fois Larry et Colonel Wilkerson où quand Trump fait quelque chose, je me dis parfois, continue, parce que c'est sûrement un service, même involontaire, au monde, en rapprochant des pays qui ont clairement besoin de résoudre leurs différends et à qui ça fera du bien à long terme. Donc, Ok, sûrement qu'il aura le prix Nobel de la paix pour avoir créé assez d'ennemis pour faire la paix. Oui. Bon, laissez-moi proposer une autre possibilité. Sûrement que le message de Witov à Poutine était « Écoute, tu sais, le président Trump n'est pas en position de mettre complètement fin à tout soutien à l'Ukraine. Mais nous ne voulons pas non plus être en guerre avec vous.
Et nous aimerions envisager des moyens de commencer à bâtir une coopération dans plusieurs domaines comme la station spatiale, où nous avions une relation assez étroite. La Russie va maintenant dans une autre direction. Trump aimerait relancer ça, l'Arctique. Donc tu aurais pu proposer ou esquisser un autre domaine qui serait en dehors de la gestion directe de la guerre, avec un objectif plus large d'apaisement des tensions. Je pense que c'est peu probable, mais j'essaie juste de, tu sais, envisager d'autres possibilités logiques. Mais peu importe laquelle de ces possibilités on envisage, on doit prendre en compte un fait, une réalité qui ne changera pas. La Russie gagne la guerre sur le terrain. Elle avance à un rythme accéléré et est sur le point de percer la dernière grande ligne de défense dans la partie occidentale du Donetsk. Et une fois que cela sera fait, la route sera ouverte jusqu'au Dniepr et la Russie contrôlera fermement toutes les terres à l'est du fleuve Dniepr. Malgré ce que Lindsey Graham a dit plus tôt, sa remarque, la Russie prendra vraisemblablement Kiev ou Kiev, comme vous préférez. Je ne pense pas non plus qu'elle s'arrêtera tant qu'elle n'aura pas repris Odessa. Donc le fait que Poutine soit prêt à rencontrer Trump sert ses intérêts de politique étrangère avec l'Inde, la Chine, le Brésil, où ces pays disent toujours « Eh, vous devez négocier ». Il peut dire « Écoutez, je me suis assis, j'ai tout fait. Je me suis assis avec le gars qui a essayé de me faire tuer fin mai. Je me suis assis avec le gars qui a aidé les Ukrainiens à planifier une attaque contre tous mes bombardiers nucléaires stratégiques. Je me suis assis avec le gars qui, 2 jours avant que nous devions tenir des pourparlers de paix à Istanbul avec les Ukrainiens, a lancé cette attaque contre mon pays le 1er juin. Je me suis assis avec le gars qui a aidé à décapiter la direction iranienne. J'ai tout fait pour essayer d'obtenir une solution pacifique. Et au lieu de ça, nous obtenons des menaces, des sanctions et des tarifs. Maintenant, Poutine dira cela bien plus calmement que je ne viens de le faire. Oui. Et donc je veux d'abord vos commentaires en premier, à vous, colonel Wilkerson, sur ce que la Russie accepterait vraiment dans un accord de paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient maintenant que des concessions majeures de la part de la Russie sont possibles. Cependant, The Wall Street Journal a rapporté juste après la rencontre de Steve Wittek avec Vladimir Poutine que Poutine aurait dit à Wittek que les États-Unis tiendraient la guerre en échange de l'Ukraine orientale. Je vais juste dérouler un peu. Il est écrit, Poutine a dit à Wittek qu'il accepterait un cessez-le-feu complet si l'Ukraine acceptait de retirer ses forces de toute la région orientale du Donetsk. Selon des responsables informés de l'appel, la Russie contrôlerait alors Donetsk et Lugansk, ainsi que la péninsule de Crimée. Alors, quels sont exactement les termes que la Russie accepterait? Est-ce qu'ils vont changer? Ah, pardon. Je pense que les termes de base sont les suivants. Aucun élargissement de l'OTAN, jamais. Je pense que ces 2 points sont incompatibles avec les intérêts de la Russie. On peut jouer sur les détails autour, mais on ne peut pas retirer ces 2 points. Et c'est avec ça que Trump devra composer. J'ai consulté quelques documents spécifiques de commandement américains que nous avions développés à l'époque où les Russes avaient envahi l'Afghanistan. Nous avions cette sensation militaire classique que la Russie ne voulait pas vraiment rester en Afghanistan. Ce qu'ils voulaient, c'était nettoyer leur arrière-cour, si vous voulez, alors qu'ils cherchaient à obtenir un port à eau chaude autour de Chabahar, quelque part dans le golfe Persique, dans l'océan Indien Nord, en mer d'Oman. Nous préparions alors des plans de guerre pour combattre les Soviétiques dans les montagnes du Zagros. Nous construisions des pièges pour chars dans ces montagnes, dans les cols. C'est un terrain très difficile, presque impossible à traverser sans se faire dégommer. En même temps, nous analysions les travaux de plusieurs historiens sur le grand jeu. Au fur et à mesure que ce grand jeu avançait dans cette région et que les empires changeaient, certains grandissaient et devenaient puissants, d'autres disparaissaient, il y avait toujours ce fil rouge d'intérêt autour de Milan, probablement plus si l'on inclut l'Empire perse et d'autres. Et un élément constant pour l'expansion de l'Empire russe était son intérêt pour la mer Noire. C'est toujours quelque chose que la Russie a voulu contrôler.
Et je pense que Larry a raison, Odessa est la clé. Je ne pense pas qu'ils s'arrêteront tant qu'ils n'auront pas pris Odessa. C'est une carte qu'il faut considérer ici, et je ne pense pas que la Russie lâchera sur ce point. Je pense que l'armée russe, la marine en particulier, rendra cela très difficile pour Poutine d'abandonner Odessa. Moi aussi, si j'étais à la tête de la marine russe, je voudrais Odessa. Même question pour toi, Larry. Eh bien d'abord, cette idée qu'il peut négocier, c'est du territoire. Non, il ne le peut pas. Quand le vote a eu lieu en septembre 2022 dans les 4 anciens oblasts de l'Ukraine, et qu'ils ont tous voté pour rejoindre la Fédération de Russie, au moment où cela a été accepté par la Douma, c'est devenu partie intégrante de la Constitution russe. Alors, Poutine pourrait aussi bien dire « Ok, je vous donne la moitié de la Lune. Il a autant d'autorité pour faire ça que pour céder ce territoire, ce qui signifie aucune. Il ne lâchera pas ce territoire. » Et Witek a clairement mal compris, très probablement, ou a inventé quelque chose. Les exigences de la Russie remontent au traité soumis par Poutine à Joe Biden en décembre 2021 et rejeté par les États-Unis en janvier 2022. Ce traité concerne presque entièrement l'OTAN, l'expansion de l'OTAN et le retrait de l'OTAN des frontières russes. La Russie ne va pas continuer à permettre à l'OTAN de constituer une menace. Et si l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont assez stupides pour essayer de rejoindre, la Russie leur réservera le même sort que l'Ukraine, sauf qu'ils n'ont pas 40 millions d'habitants. L'Arménie compte environ 6 millions, et l'Azerbaïdjan entre 8 et 9 millions. Faites plutôt comme le sud du Kazakhstan, s'il vous plaît. Oui, exactement. Exactement. Donc, supprimer l'OTAN, la dénazification, c'est un élément critique, ce qui signifie qu'il faut de nouvelles élections. Des élections qui permettent à tous les partis exclus ou interdits de revenir avoir une voix. Et la Russie n'est pas sous pression pour faire des concessions. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Rendre 300 milliards de dollars. La Russie voudrait bien récupérer ces 300 milliards confisqués, mais elle n'en a pas besoin. C'est pas une question de survie, genre, si on ne récupère pas ça, on ne mangera pas demain ou on n'aura plus d'essence. Non. La Russie veut créer un monde plus prévisible et stable, au lieu de continuer à faire face à cette guerre perpétuelle menée par l'Occident contre elle. Je le répète sans cesse. Le projet de l'OTAN avec l'Ukraine est de fait membre de l'OTAN depuis 1995. Première année où elle a commencé à participer aux exercices militaires de l'OTAN. Oui. Le fait fascinant, c'est que si vous demandez à l'intelligence artificielle quels sont les 10 pays qui ont organisé le plus d'exercices de l'OTAN, l'Ukraine arrive 6e ou 7e. Elle n'est même pas officiellement membre, mais elle a accueilli plus d'exercices militaires que 80% des membres de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut balayer ce mythe comme quoi la Russie essaie juste de reconstruire l'Empire soviétique parce qu'elle veut plus de territoire. C'est ridicule. Je voudrais juste ajouter à ce que Larry a dit sur le fait que la Russie veut un monde stable. Xi Jinping aussi. Oui, oui. Il n'aime pas l'excitation. Non. La stabilité, le développement, la croissance économique, ces choses-là, ils ne reflètent pas le chaos façon Far West que génèrent les décideurs de la politique étrangère américaine. Ils ne sont pas des agents immobiliers. Oui. Oui, agents immobiliers à New York, ça aussi. Ça aussi. Bon, passons à l'autre côté alors. Tu sais, sûrement, on peut commencer avec toi à nouveau, Larry, juste pour parler d'abord de Zelensky et de l'OTAN. Voilà comment le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, réagit au fait que les États-Unis et la Russie discutent à nouveau. Nous accueillons maintenant le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, depuis Le Hague. Monsieur le secrétaire général, merci d'être avec nous. Permettez-moi de vous poser la grande question. Qu'attendez-vous de ce sommet Trump-Poutine?
Eh bien, d'abord, John, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est important que la rencontre ait en lieu vendredi prochain. Le président Trump a débloqué la situation avec Poutine en février. C'était très important. Il a été celui qui a obtenu le grand succès au sommet de l'OTAN. L'engagement a dépensé 5% en juin, un des plus grands succès de la politique étrangère américaine ces dernières années. Et bien sûr, il y a seulement quelques semaines, il a décidé de rouvrir les vannes du soutien létal à l'Ukraine et d'imposer des sanctions secondaires à des pays comme l'Inde. Donc il met clairement la pression sur Poutine. Vendredi prochain sera important car il s'agira de tester Poutine, de voir à quel point il est sérieux pour mettre fin à cette guerre terrible. Tester Poutine, c'est de ça que parlent ces discussions. Et on l'entend partout en Europe. On voit aussi Zelensky un peu paniqué, ce qui est intéressant. Poutine va tromper Trump alors. Que les Ukrainiens restent méfiants face à ces discussions. Zelensky répète partout, sur les réseaux sociaux, que Poutine le manipule lui, Donald Trump, dans toute cette affaire. Alors, pour commencer avec toi, Larry, quelles sont tes premières impressions sur la réaction de l'OTAN et de l'Ukraine? D'un côté, on a cette panique et cette colère que ces discussions aient lieu, mais de l'autre, des signaux de l'administration Trump qui ne sont pas forcément contre, malgré des paroles hostiles envers l'Europe, d'impliquer cette dernière dans le processus. En fait, Zelensky pourrait même se pointer sans prévenir à ces discussions, soit maintenant, soit bientôt. Eh bien, j'ai été déçu par Jonathan Karl, parce que je pensais que sa question serait du genre « Eh Ruth, c'est qui ton papa? Hein? C'est qui ton papa ?» Oui, ce segment, c'était juste « Waouh !» C'est ce qu'on appelle du lèche-bot version relation publique. Le niveau de flagornerie que j'ai vu de la part des Européens, la dernière fois que j'ai vu autant de révérence et de personnes à genoux, c'était à un mariage catholique. Beaucoup d'allers-retours. Ils n'ont aucun levier. L'Europe peut bien dire tout ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas produire de munitions d'artillerie. Pas de chars. Pas un seul missile hypersonique. Ils ne sont pas dans la même cour. Ils n'ont ni la main-d'œuvre, ni l'armée, ni la base industrielle pour soutenir une guerre. Et le grand plan, c'est qu'ils vont acheter les armes aux États-Unis et les revendre à l'Ukraine. Mais personne ne sait d'où viendra l'argent. Les États-Unis disent pas de problème, on est content de les leur vendre. La plupart du matériel sera prêt, et je ne raconte pas ça pour rigoler, dans 7 ans. Si on a de la chance. Si on est chanceux. Donc Zelensky ne sera pas content. Tant pis. La réalité, elle arrive. Il arrive un moment où peu importe combien tu veux croire que tu peux sauter du haut d'un immeuble de 50 étages et atterrir sur tes pieds sans parachute, la gravité finit par prendre le dessus. Et la réalité t'attend en bas. Ce n'est pas joli à voir. À vous, colonel Wilkerson. Je pensais que Jens Stoltenberg était une marionnette. Je crois que Mark Rutte essaie de le surpasser et de gagner l'Oscar. Je l'ai vu devenir ça de plus en plus. Au début, il était sur cette voie, mais maintenant, c'est tout ce qu'il est. Il me fait penser à Tony Blair quand George W. Bush le tenait par la queue pour l'emmener en Irak. Blair est même retourné en Angleterre dire que Saddam pouvait frapper Londres en 45 minutes avec un missile. On était bouche bée. D'où il sort ça? C'est Rutte. C'est devenu notre vassal. Et jusqu'à un certain point, ça va changer, je l'ai dit plusieurs fois, parce que ces gens vont se faire virer. De Starman à Macron, en passant par Meritz, ils vont tous partir. La question est, qui va les remplacer et qu'est-ce que ça va faire à l'Europe quand ça arrivera? Parce que ce ne seront pas des gens contents qui les mettront dehors. Un de mes amis allemands m'a dit l'autre jour qu'il n'aurait jamais dû se réunifier. Je lui ai dit, tu rigoles? Pas du tout. C'était bien mieux quand ils étaient séparés. C'est terrible. L'Allemagne part en vrille. Et on n'a aucune idée de ce qui arrive politiquement. Mais on sait tous que c'est dangereux et mauvais. Je pense qu'il a raison. Un vrai problème se prépare. Et ce problème est aggravé par des gens comme celui dont vous venez d'entendre parler, Rutte. Ils ne comprennent simplement pas la réalité. Comme Larry l'a dit, ils ne comprennent pas non plus la situation avec la Russie, ou alors ils mentent effrontément. Et c'est très dangereux aussi.
Oui, je veux votre avis sur cette fracture, parce qu'on l'entend beaucoup à propos de l'Europe, de l'OTAN et de l'administration Trump. Est-ce que c'est sérieux? Parce que je veux montrer ce que J.D. Vance, on l'entend souvent dit, sur comment ce conflit va évoluer. Alors qu'on parle ici de la possibilité que les discussions de paix portent leurs fruits. Voilà J.D. Vance sur Fox News. Je sens que la situation actuelle va s'améliorer dans la mesure où les États-Unis vendront des armes aux pays de l'OTAN et ces pays les enverront ensuite. Eh bien, deux choses là-dessus. D'abord, je pense que la raison pour laquelle on est arrivé à un moment décisif, un vrai changement, c'est parce que le président était prêt à mettre une pression significative et à dire si vous ne venez pas à la table, le peuple américain ne va pas s'impliquer directement dans cette guerre. Nous avons beaucoup de leviers économiques et nous sommes prêts à les utiliser pour amener la paix. C'était un tournant important. Sur la question des armes, ce qu'on a dit aux Européens, c'est d'abord que c'est chez eux que ça se passe. C'est dans votre arrière-cour. Vous devez vous mobiliser et prendre un rôle plus important dans cette affaire. Et si ce conflit vous tient tant à cœur, vous devriez être prêt à financer cette guerre de manière plus directe et plus conséquente vous-même. Je pense que le président et je pense sûrement que l'Amérique a fini de financer la guerre en Ukraine. Nous voulons parvenir à un règlement pacifique. Nous voulons arrêter les tueries. Mais les Américains, je crois, en ont assez d'envoyer continuellement leur argent, leurs impôts pour ce conflit particulier. Maintenant, si les Européens veulent s'impliquer en achetant des armes auprès des producteurs américains, ça nous va. Mais nous, on financera plus ça, nous-mêmes. Larry, doesn't this just give... Larry, est-ce que ça ne donne pas juste un visage différent au conflit? Tu sais, bien sûr, tu peux éclairer le public sur la réalité de tout ça quand on parle d'armes, mais même juste la forme et l'approche du conflit. Si J.D. Vance dit, eh bien, on veut un règlement pacifique, mais si l'Europe veut acheter des armes pour continuer le conflit, et qu'elle peut, est-ce que ça ne prolonge pas quand même le conflit? Quel est ton avis? Eh bien, oui. En fait, je pense que toute la guerre en Ukraine est, disons, un peu un spectacle secondaire, du moins pour Trump. Le vrai spectacle, et ça nous ramène à l'Europe, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, c'est la situation périlleuse dans laquelle se trouve l'économie américaine. Et laissez-moi faire simple. Les États-Unis, c'est comme cet étudiant à la fac dont les parents lui donnent une carte de crédit et il n'a jamais à payer la facture. Tu sais, c'est cool. Tu manges ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Tu achètes ce que tu veux. Pas de problème. Puis arrive le jour où les parents débarquent et disent « Eh bien, cette carte de crédit, c'est à toi maintenant. On ne la paiera plus. Tu dois rembourser. Eh bien, où est-ce qu'on va trouver cet argent ?» Les États-Unis vendent des bons du Trésor. On vend ces bons à d'autres pays. C'est de là qu'on tire l'argent. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un volume énorme de dollars américains qui circulent sur le marché. Mais voilà, les BRICS, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, se disent entre eux, tu sais quoi, quand j'achète du pétrole à la Russie, je ne paierai plus en dollars. Je te paierai soit en or, soit dans notre monnaie, le yuan. C'est pareil entre le Brésil et l'Inde. Du coup, la demande en dollars diminue. Et comme l'offre est élevée, la valeur baisse et le prix du dollar chute. Aux États-Unis, on se dit, ce n'est pas si grave, ça stimule l'économie et aide à la croissance. Sauf qu'on doit aussi rembourser ses dettes à l'étranger. Et avec un dollar faible, on doit payer beaucoup plus. C'est pourquoi Trump essaie de faire baisser les taux d'intérêt, que la Fed les réduise. Ça semble contradictoire, mais la dette est tellement grande aux États-Unis, alors que les moyens de la rembourser diminuent, que ça va finir par exploser. C'est pour ça que Trump fait certaines folies avec les tarifs, parce que, comme l'a souligné le colonel Wilkerson, ce ne sont pas des mesures qui vont gagner la sympathie des autres pays. Regardez la Suisse. J'ai eu une interview ce matin avec quelqu'un basé en Suisse, et il disait que les Suisses commencent à se demander « Tu sais quoi ? On devrait sûrement reprendre les échanges commerciaux avec la Russie. On n'avait pas ces problèmes avant. » Et les États-Unis frappent la Suisse avec des taxes. Maintenant, si je vous demandais de faire la liste des exportations suisses vers les États-Unis, vous diriez
chocolat chaud, montre suisse, compte bancaire suisse. Ce que je ne savais pas, et sur quoi l'administration Trump a fait une exception, c'est que la Suisse fournit 93% de nos médicaments pour le diabète. Imaginez ça. Je lui ai dit, vous devriez faire comme les Chinois. Quand ils ont coupé les terres rares et les aimants, ça a alerté le Pentagone. Je lui ai dit, si vous coupez les médicaments contre le diabète, des milliers d'Américains vont mourir, des dizaines de milliers. Mais qu'est-ce que Trump a accompli? Il a énervé les Suisses, mais on dirait qu'il se fiche des relations bilatérales. Il veut juste régler ce bordel économique. Et dans cet effort, comme le colonel Wilkerson l'a aussi souligné, au lieu d'affaiblir les BRICS, il les a renforcés, accélérant la fin de l'hégémonie du dollar. C'est pour ça que je dis que l'Ukraine, c'est un peu un spectacle secondaire. C'est du théâtre pour la télévision. Mais la vraie guerre, c'est économique. Et les États-Unis se font écraser. Danny, we had coffee in a little coffee shop down. On a pris un café ce matin dans un petit café à Falls Church. Falls Church est une des petites villes les plus riches d'Amérique. On y trouve Grumman, Lockheed, RTX, le plus grand nombre de doctorats, de masters et de licences parmi les petites villes américaines incorporées. Le journal Falls Church News Press, toujours positif, avait en une ce matin un article sur le désastre qui menace l'industrie de la restauration, qui a explosé ces 4 ou 5 dernières années. Elle va s'effondrer parce que le revenu disponible des gens a tellement baissé qu'ils ne vont plus au restaurant parce qu'ils ont surconstruit, embauché trop de personnel qui ne peuvent plus payer. Falls Church, l'un des endroits les plus riches d'Amérique. Et ça arrive dans tout le pays. C'est une des raisons pour lesquelles les républicains, qui reviendront chez eux pour les réunions publiques, et tu peux compter sur une main ceux qui le font encore dans leur État ou district, se font détester par leurs électeurs. Les démocrates aussi, les indépendants, tous ceux qui viennent aux réunions pour se défouler, ça va être un désastre. Et je pense que ça va culminer en un coup politique majeur avant Noël. Yeah, let me just add to that. I had lunch Oui, Thursday. laisse-moi juste ajouter ça. J'ai déjeuné jeudi avec un bon ami, un importateur qui travaille dans les compléments vitaminiques, et une grosse partie de son approvisionnement vient de Chine. Il m'a expliqué que les gens de Trump courent partout en tapant sur leur poitrine. Genre, vous voyez, vous disiez que ça allait créer des problèmes économiques, et on n'a pas eu d'inflation, l'économie va bien. Mais mon pote David m'a dit, quand Trump a fait cette annonce, il a dit « Je sais ce que j'ai fait ». Et il a ajouté « D'autres aussi ont fait pareil. On a fait le plein de stock, on a fait un gros achat. » Ok, quand tu fais le plein de stock, tu achètes. C'est ce qui fait tourner l'économie. Mais ensuite, il a dit pour ça, j'ai dû pousser mes lignes de crédit à fond. Il faut donc rembourser ces crédits. Et les fabricants en Chine qui subissent maintenant les tarifs ne savent pas ce qu'ils doivent fournir. Cette incertitude est créée. Résultat, ils ont réduit la production et il y aura des pénuries et une rupture des chaînes d'approvisionnement à la fin du mois d'août, début à mi-septembre. Ce qui rejoint ce dont parlait Larry. Une vraie crise économique qui émerge. J'ai entendu aussi, c'est anecdotique, mais venant d'une autre région des États-Unis, du Montana. Un lecteur de mon blog m'a écrit, il habite près d'une voie ferrée et dit qu'on ne voit plus les wagons transportant les conteneurs de 40 pieds qui vont sur les cargos puis sur les camions. Ils ont carrément disparu. Ça s'est tari. Il y aura donc des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement. Et là, on revient à la guerre en Ukraine et ce que disent Poutine et Trump. Il est sûrement motivé par une bonne compréhension de la gravité de la situation économique et continuer la guerre ne ferait qu'aggraver les problèmes économiques. Ok, énorme contradiction alors, Larry. Colonel Wilkerson avoue, si l'Ukraine est un spectacle secondaire, est-ce que c'est un spectacle secondaire dont les États-Unis, ou du moins ceux qui dirigeants, ont besoin, car la situation avec la Russie est toujours marquée par le conflit. On l'a vu dans l'ordre exécutif, la Russie est une menace
pour la sécurité nationale des États-Unis. Et il y a aussi ces difficultés économiques. Pour appuyer ton propos, Larry, les médias indiens ont été très remontés contre les tarifs secondaires imposés par l'administration Trump. J.D. Vance a dit à plusieurs reprises qu'une des raisons pour lesquelles ils ne s'en prennent pas autant à la Chine qu'à l'Inde, c'est à cause des répercussions possibles. Et je pense que les États-Unis ont appris ce que pouvait provoquer une guerre économique trop agressive contre la Chine en ayant tenté la pression maximale qui s'est retournée contre eux. Donc, pour moi, est-ce que l'Ukraine est toujours ce spectacle secondaire dont ils ont besoin? Se retirer pourrait certes économiser des dollars et alléger les fardeaux économiques des États-Unis et de l'Europe, mais il y a un objectif plus large, non résolu, qui est la soi-disant menace russe. Ça dépend si notre gouvernement est intelligent ou pas. La réunion à Riyad, ça date un peu, mais Marco Rubio, Sergei Lavrov et d'autres étaient là. Les États-Unis ont renoncé à 300 milliards de dollars de commerce productif. Ce n'est pas de la monnaie de singe. C'est ce qui signifie ce qu'on perd en ne collaborant pas plus étroitement avec la Russie. C'est une sacrée incitation pour Trump de réparer ça. Au moins, la relation États-Unis-Russie. Peu importe l'Europe, qu'elle se débrouille. Biden a beaucoup contribué à cette situation, mais ils ont tous été complices. Je dirais, OK, je vais rendre l'Amérique grande à nouveau en renouant au moins en partie une relation économique robuste avec la Russie et régler en même temps le problème nucléaire et d'autres questions. Ce matin, j'ai lu un article d'un très bon journaliste sur ce qu'Andrzej Duda, le président polonais, pourrait faire s'il réussissait un Nixon à la Chine. Autrement dit, s'il devenait, et je ne connais pas bien Duda, mais ce journaliste, si. Il explique que même si les positions de Duda semblent très différentes, c'est justement ce qui pourrait lui permettre d'aller à Moscou. Si la Pologne devenait médiateur ou équilibriste dans cette affaire ukrainienne, ça réduirait beaucoup de l'opposition européenne à ce que Trump pourrait vouloir faire pour mettre fin à la guerre. Je ne sais pas si quelqu'un y travaille, mais moi, si j'étais Marco Rubio, je le ferais. Et Larry, pour finir, avant and Larry, notre partie, what's the position, quelle est la position to réelle close before aujourd'hui we move on de to l'OTAN and et NATO de that are Zelensky making the dans ce most conflit? Car ce sont eux boastful qui and font les fearful at the déclarations same time les plus assertions vantardes about et en même temps the les plus direction craintives sur la of relation the États-Unis-Russie. US-Russia relationship. Ils ne savent vraiment pas quoi faire. Ils n'ont aucune prise sur Donald Trump. C'est Trump qui a la main sur eux. Sinon, il y a les tarifs douaniers. L'Europe ne peut pas riposter, d'où le comportement obséquieux au moins de l'Allemagne, de Starmer au Royaume-Uni et de von der Leyen, bien sûr. C'est le modèle des 5 étapes du deuil de Kübler-Ross. Appelons ça comme ça. Et la première étape, c'est le déni. C'est là où ils en sont. Ils sont dans le déni. Ensuite, il y aurait la négociation. Mais l'Europe n'a pratiquement rien à faire. Elle n'a pas de force militaire, elle n'a pas d'industrie militaire digne de ce nom, elle ne possède pas de vastes ressources naturelles sur lesquelles elle pourrait compter. Et ils sont en difficulté économique. D'accord? Ils sont déjà en récession. Ils ne l'appellent pas comme ça, mais aucune économie, ni celle de l'Angleterre, ni celle de la France, ni celle de l'Allemagne, ne croient actuellement. Elles sont complètement à l'arrêt. Et ça ne va pas s'arranger. Ça va empirer avec le temps. Donc, Zelensky, si jamais il pense à acheter de nouveaux meubles pour la maison, je lui conseillerais de reporter la décision. Parce que je ne pense pas qu'il sera là pour en profiter. Même question pour vous, colonel Wilkerson. Je pense que Larry a raison. Je ne vois pas vraiment d'effort en Europe pour mettre de l'ordre chez elle d'une manière qui soit favorable aux relations futures. Et je dois inclure là-dedans les 140 millions de Russes environ. Et c'est bien sûr le grain de sable dans l'engrenage. Et par Russie aussi, je veux dire, tu n'auras pas la paix en Europe, pour ainsi dire. Tu n'auras pas une situation durable en Europe sans guerre. Et ce sera le contraire. Je pense que si on continue dans cette voie, on aura la Troisième Guerre mondiale. À moins qu'on arrive à un type d'accord, une forme de réconciliation avec la Russie. Et c'est bien ce dont il s'agit.
C'est ce que j'espère. La réunion en Alaska est censée viser. J'espère que Trump en a conscience et va lancer le processus. Comme je l'ai dit, les chances sont faibles, mais je peux toujours espérer. Je reviens aussi à ce que j'ai dit sur le président polonais. Certains sont sûrement sous l'influence d'autres, comme la Slovaquie, la Hongrie, et ils discutent entre eux et commencent à réaliser, s'ils ne l'ont pas déjà réalisé, comme la Hongrie pour des raisons différentes, que vouloir de meilleures relations avec la Russie est absolument clé pour l'avenir de l'Europe. Et sans ce genre de rapprochement, de réconciliation, comme vous voulez l'appeler, leur avenir est vraiment très sombre. Ce 5% du PIB pour la défense, cet achat aux États-Unis qui ne peut même pas produire assez vite pour équiper ses propres forces, sans parler de l'Europe ni d'Israël, c'est une autre crise à venir. C'est une crise qui arrive, comme vient de l'écrire Parsi dans un des grands magazines, pas celui de Quincy mais un plus important, Foreign Policy ou autre, qu'on va avoir une guerre, une nouvelle guerre. Et Netanyahou va la déclencher, s'attendant à ce que Trump s'y engage avec lui pour finalement changer de régime en Iran. Je lui annonce qu'on n'aura rien de tout ça. Trump pourrait entrer brièvement dans la guerre, mais il n'y aura pas de changement de régime. Ce qu'on va avoir, c'est la destruction d'Israël. Ce type a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Et l'Empire aussi. Mais l'Empire ne semble pas avoir ni cuillère, ni fourchette, ni couteau. Et tu as mentionné ce mot, Larry, déni. Et ce n'est pas qu'une rivière en Égypte. Non, non. Et la plus grande leçon, sûrement un commentaire rapide là-dessus, c'est que la plus grande vérité dans ce déni est que la Russie est vraiment aux commandes. Et c'est quelque chose d'impossible à accepter pour les États-Unis, l'OTAN, la caste de la politique étrangère, pour ainsi dire. The United States, NATO, the foreign policy blob, so to speak. Et je ne blâme pas Trump parce que selon le dernier article de Seymour Hersh qui cite longuement un officier du renseignement, ce qu'il dit est alarmant. Cette guerre Russie-Ukraine est vue comme une lutte territoriale. Si la communauté du renseignement croit que c'est un conflit territorial, alors on a plus de problèmes que simplement l'Ukraine. Il a aussi dit que la Russie a subi d'énormes pertes. Ce n'est pas vrai. Ils ont eu des pertes significatives, mais pas au niveau que la CIA prétend. Et l'économie russe tient par un fil. Si c'est ce qu'on dit à Trump, alors il entend « Poutine va nier, mais nous faisons confiance à notre chef. Voilà le renseignement, c'est l'affaire. » On voit comment, quand tu es armé de mauvaises informations, tu y crois, tu agis en conséquence, puis tu découvres que c'est pas vrai. C'est bien le cas ici. Mais on a un niveau d'incompétence et de malhonnêteté dans le renseignement qui met réellement les États-Unis en danger. Danny, can I take a liberty of a guest here? Puis-je me permettre une question? Bien sûr. Évidemment, vous pouvez. Je voulais demander à Larry. J'ai discuté avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, et j'ai vérifié comment Bob Gates et Casey avaient contrecarré les vrais soviétiques dans la CIA et avaient fourni à Reagan le renseignement nécessaire pour son armement. Ce n'était pas le vrai renseignement. Les vrais experts soviétiques disaient que l'URSS allait s'effondrer dans 6 à 8 ans. Ce qui s'est produit. Oui. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que Bob Gates, Casey et le président, avec ses besoins, ont gâché la production de renseignements qui aurait dû remonter au président. Est-ce que ça arrive aujourd'hui? Y a-t-il des gens à la CIA qui connaissent la vérité? Oui, certains le savent. Exactement. J'ai eu une expérience directe avec Gates. J'étais au bureau des affaires africaines et latino-américaines et on avait alors un analyste sud-africain nommé John Reed. Ce n'est pas le John Reed des premiers jours de l'Union soviétique. Mais la question était revenue de la Maison-Blanche pour savoir Nelson Mandela était-il communiste. Reed avait rédigé une réponse en expliquant, vous savez que il est associé, il a des amis qui sont connus pour être communistes, etc. Mais l'essentiel était, Nelson Mandela n'est pas communiste. Et Bob Gates a changé un seul mot dans son évaluation, il a retiré le mot « pas ». Et Reed a eu un différend violent et a même voulu démissionner. Gates a finalement cédé.
Mais ça montrait qu'à l'époque, Gates était prêt à truquer le renseignement pour donner à la Maison-Blanche le message qu'elle voulait entendre. Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Eh bien, dans les documents publiés sur le Russiagate, on a vu que lors de la production de cette évaluation du renseignement, le directeur de l'analyse à la CIA, donc le patron des analystes, s'y est opposé en disant « on ne peut pas dire ça, ce n'est pas juste ». Et Brennan a rétorqué « je m'en fiche, c'est ce qu'on dit, je suis le patron ». J'ai pris un certain réconfort là-dedans. Il y a encore des gens intègres dans les rangs des analystes qui s'expriment, mais leur pouvoir est limité. Oui, c'est ce que je craignais pour Tulsi. Je connais l'Israélien à la tête de la CIA, il ne fait rien. Oui, bon, finissons sur le Moyen-Orient, car colonel Wilkerson, vous faites allusion aux vrais problèmes qui s'y préparent, et ça devient incontrôlable. Commençons par le plan d'occupation israélien de Gaza. Le cabinet vient de voter pour une occupation à grande échelle, une prise de contrôle complète de Gaza. Le chef d'état-major Zamir a déclaré que cela plongerait Israël dans un trou noir semblable au Vietnam. Même le Times of Israel publie des choses comme Gaza, le Vietnam d'Israël. Yehuda Lukatz, professeur aux États-Unis, enseignant à George Mason, très pro-Israël, très connecté, a dit que après ce plan de prise militaire de Gaza, même si c'est présenté comme logique, il y a des inquiétudes. On prévient non seulement la mort probable des otages, les derniers prisonniers de guerre, mais aussi une hausse des pertes militaires israéliennes. Larry, quel est ton avis global? Car on a non seulement ça, mais Israël bombarde et envahit, même le Liban, alors qu'on parle de désarmer le Hezbollah, avec des milliers de manifestants dans les rues, et comme le disait le colonel Wilkerson, j'ai l'article ici, la prochaine guerre Israël-Iran arrive, on parle d'une escalade, et cela devrait arriver avant décembre 2025. C'est assez impressionnant. Larry, ton avis? C'est une question de ressources et de personnel. Israël n'a pas un nombre illimité d'hommes ou de ressources. C'est un pays de moins de 7 millions de personnes, environ 1 million a fui à l'étranger. Tu ne peux pas mobiliser 3 millions d'hommes pour ton armée. Ce qu'Israël a fait, c'est créer des conditions, surtout si elle occupe Gaza, qui sont très exigeantes en termes de main-d'œuvre. Plus tu envoies de troupes, plus tu crées de cibles pour le Hamas, et plus tu subis de pertes. C'est un cercle vicieux. Plus tu mets de soldats, plus ils se font tuer ou blesser. Et en même temps, cela génère de l'aliénation parmi les pays qui soutenaient Israël. Israël doit aussi fournir des troupes pour la Cisjordanie, le Liban et la Syrie. Et sa force militaire est largement composée de réservistes, engagés pour 90 à 180 jours, puis renvoyés chez eux, ce qui complique le remplissage des rangs. La logistique et la politique rendent l'occupation de Gaza difficile, et Israël n'a pas la capacité de le faire efficacement. C'est exactement pourquoi Sharon s'est retirée. Oui, Netanyahou a fait des déclarations hier, dans Haaretz, incroyables. Il a dit « Si j'avais voulu faire un génocide, je l'aurais fait en un jour ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il aurait utilisé l'arme nucléaire, la seule façon de tuer 2 millions de personnes en un jour. Même avec ça, il n'y arriverait pas complètement, mais c'est le seul moyen d'avoir l'impact qu'il évoquait. Puis il a dit « Si j'avais voulu affamer les gens, j'aurais pu le faire bien plus rapidement ». Ce type devient aussi délirant que certains impliqués dans l'Ukraine. C'est absurde. Je suis d'accord avec Larry. Si l'armée israélienne continue, c'est une recette pour une défaite totale. Tous ces généraux compétents le déconseillent sur plusieurs fronts. Si c'est vrai, la guerre avec l'Iran va rouvrir. L'État d'Israël ne tiendra pas longtemps, certainement pas en tant qu'État juif. Sinon, tout le monde partira. Je pense qu'il y a moins de 6 millions d'Israéliens maintenant. oui, sûrement. Ce que j'entends, c'est que les gens partent. People are just leaving.
Oui, Israël tue des journalistes, notamment des journalistes d'Al Jazeera. Aucune réaction du Qatar à ce sujet. C'est une autre histoire. Et il y a les frappes aériennes qui tuent des Palestiniens, la GHF et l'armée israélienne qui tuent aussi là-bas. C'est insupportable sur le plan humanitaire. Mais il y a aussi un gros problème que vous avez déjà évoqué tous les deux. Responsible Statecraft écrit que l'épuisement des missiles américains face à l'assaut houtiste au Yémen, dans le cadre des conflits Israël-Iran, pourrait vous choquer. Je vais simplement faire défiler, parce que vous deux êtes beaucoup plus experts sur ce que tout cela signifie au final. Mais il est écrit, au total, avec les dépenses dans la mer Rouge, Israël, nous pourrions observer une baisse de 3% des SM2, une baisse de 33% des SM3, une baisse de 17% des SM6 dans les stocks américains depuis 2023, avec un coût énorme d'1,8 milliard de dollars. Et cela aurait sûrement doublé si on prend les estimations à la fin juin 2025. Et ça parle, notez bien, juste de la très courte période intermédiaire de guerre-là, guerre américaine contre Ansar Allah, les Houthis, qui a duré quelques mois, puis bien sûr les 12 jours entre Israël et l'Iran. Alors Larry, quelle est ta réaction à ça? Eh bien, nous avons adopté le modèle industriel de l'Allemagne nazie. Vous savez, l'Allemagne a fabriqué des chars incroyablement sophistiqués. Le Panther, je crois, était l'un de ces énormes engins. Oui. Le problème, il fallait 6 à 8 mois pour en construire un seul. La Russie, à l'époque soviétique, tout comme les États-Unis, avait leurs chars. Les États-Unis avaient le Sherman, les Soviétiques le T-34. Le T-34 était supérieur au Sherman. Il pouvait en produire plusieurs par jour. Donc, ce dans quoi les États-Unis se sont engagés, prenez le THAAD. Vous savez, le système de défense antimissile Terminal High Altitude Area Defense. C'est un missile de défense aérienne. On en produit 50 par an à 13 millions de dollars pièce. 50 par an, pas par semaine ni par mois, par an. Lockheed Martin, qui produit le système de défense Patriot, les missiles eux-mêmes, en produit entre 550 et 700 par an. Je ne connais pas le rythme de production des SM2, SM3 ou SM6, mais je vous garantis que c'est comparable. Et certains disent 500, c'est beaucoup. Ah oui. Eh bien, quand vous faites les calculs avec le Patriot ou le THAAD tire 2 missiles pour abattre un missile balistique ou un drone entrant. Avec le Patriot, on tire généralement 2 à 4 missiles. L'autre jour, il y a 2 semaines, la Russie a environ 2000 missiles et drones en seulement 3 jours. Donc vous devez tirer 2 missiles sur chacun. Ça fait 8000. Nous en produisons 500 par an. Sur 10 ans, ce serait 5000. Donc oui, sur 15 ans, on pourrait reproduire ce qu'on utilise en seulement 3 jours. Les chiffres ne tiennent plus la route. C'est ça le problème. Et les systèmes d'armes qu'on achète et essaie de produire ne sont pas gouvernés par une stratégie. C'est plutôt « et on peut fabriquer des trucs cool, on a l'argent, alors allons-y ». Colonel Wilkerson. C'est une catastrophe. Vous ne pourriez pas refaire ce qu'on a fait en 1939 ou 40 aujourd'hui. On n'a ni l'audace ni la capacité. Constituer une base industrielle de défense comparable à celle de 1943 ou 1944 prendrait une décennie, voire plus. En plus, la technologie est beaucoup plus sophistiquée. Prenez les sous-marins, par exemple. La main-d'œuvre américaine dans ce domaine est si réduite que si elle diminuait de 10%, on ne pourrait plus en construire un seul. Former une équipe capable de faire la soudure et les travaux complexes prendrait 7 à 10 ans. Ce sont des estimations des sous-traitants eux-mêmes qui doivent recruter et former le personnel si on les trouve. Et c'est pire dans la construction navale. Comparez notre capacité actuelle à celle du début des années 40, quand on était l'arsenal de la démocratie et qu'on fournissait toutes les Nations Unies, terme Eisenhower utilisait plus que celui d'alliés. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Même s'approcher de ce niveau est impossible.
Les taux de dépenses en Israël comme en Ukraine, au pic, me disent qu'on arriverait toujours en retard et à court d'argent sur n'importe quel champ de bataille mondial. Ajoutez à cela ce que Larry disait, les minéraux critiques qu'on doit obtenir de pays comme l'Inde, la Chine ou même la Russie, avec lesquels on est désormais en froid et qu'on ne pourrait plus se procurer en cas de conflit. Oui, on est dans une situation délicate. Et je n'ai même pas mentionné que si la conscription revenait, 90% de nos jeunes de 18 à 24 ans iraient au Mexique ou au Canada. Au fait, je viens de vérifier, on produit entre 125 et 155 SM6 par an. Quand on sait qu'ils tirent 3 ou 4 missiles de ce type sur chaque missile outil entrant, vous voyez que les calculs ne tiennent pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait construire un bombardier B-24 Liberator assemblé en 90 minutes. Oui, il était prêt à voler en 24 heures. Aujourd'hui, un F-35 prend entre 18 et 24 mois à construire. Pas des semaines, des mois. Oui. Oui. Sur le terrain en Ukraine, on voit des chars, des transports de troupes blindés qui partent en fumée comme des bougies d'anniversaire pour un centenaire. Et quand vous détruisez ça, il faut pouvoir réparer ou reconstruire. Alors, quand on parle des pertes en chars M1 Abrams, combien en construisons-nous par mois? Selon le DoD, il faut 18 mois pour rénover un char existant. Et il faut ajouter, durant la guerre d'Irak, première ou deuxième, un camion-citerne de 2500 à 5000 gallons pour 2 chars. Oui, oui. On a réquisitionné tous les camions-citernes des pays alliés pour ça. Vous avez vu ce que disaient les Chinois aujourd'hui sur les risques de passer par le canal de Suez? Ils ont dit, c'est moins cher pour nous, donc on passe par le Suez. Et les Houthis? Ils ont juste souri. Les Houthis sont intelligents, vraiment intelligents. Ils ont dû attaquer un navire chinois? Non. Oui. Eh bien, c'est ça qui a été le deal depuis le tout début. Ils ont dit, nous combattons ceux qui soutiennent la guerre à Gaza, vous voyez? Eh bien, je voulais revenir sur Gaza. Pas seulement dans le sens que, d'après tout ce que vous avez dit, évidemment, Israël commet des atrocités indicibles, un génocide avec l'aide des États-Unis, mais le fait d'entrer à Gaza à grande échelle est appelé la guerre du Vietnam d'Israël. Certains disent que la comparaison n'est pas juste. On ne peut pas comparer pomme avec pomme ici. Je pense qu'un facteur clé à considérer, et je suis curieux de connaître vos avis, c'est que l'armée israélienne va inévitablement intensifier ce qui est essentiellement une guerre de guérilla non conventionnelle, ce qui, dans l'histoire, comme au Vietnam, n'a pas bien réussi aux forces d'invasion comme Israël, et ça ne concerne que Gaza. Il y a aussi Israël qui doit maintenant se renforcer militairement pour le Liban, ce qu'il continue d'intensifier. Et puis, comme Trita Parsi l'a dit, je vais le retrouver une guerre avec l'Iran, pourrait arriver dès décembre une autre phase. L'Iran est sûrement prêt à frapper fort dès le départ, dissipant toute idée qu'il pourrait être soumis par la domination militaire israélienne, ce qui, comme le dit Responsible Statecraft dans ce rapport que j'ai montré, signifie que tout conflit plus important que ces 12 jours, ou avec Ansar Allah, entraînera inévitablement un épuisement encore plus grave que ce qui est déjà envisagé. Alors comment Israël, comment les États-Unis vont-ils soutenir ce carnage? Et y a-t-il une raison de penser que ce ne sera pas possible? Non, ils ne pourront pas soutenir ça. Ce qui pourrait vraiment changer la donne, c'est si les principaux partenaires commerciaux d'Israël s'unissaient pour imposer des tarifs et couper toutes les relations commerciales, y compris les relations diplomatiques, à moins qu'Israël cesse ses activités génocidaires à Gaza. Si cela arrivait, la guerre prendrait fin. Plusieurs pays en Europe, les États-Unis, eux ne le feront pas, mais l'Inde, la Chine, la Russie, ils ont des liens économiques, mais franchement ne les utilisent pas. Ça pourrait arrêter tout ça très rapidement. Et sûrement ça ira jusque-là, parce que de plus en plus de pays commencent à s'exprimer.
L'Australie a reconnu la Palestine comme État hier. Ce mouvement grandit. À un moment, l'Assemblée générale des Nations unies pourrait agir et le Conseil de sécurité ne pourrait pas les bloquer. Oui, colonel Wilkerson, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette comparaison de ce qui pourrait arriver si Israël lançait une invasion à Gaza à la manière d'une occupation complète, par rapport à ce qu'il fait déjà, qui est une occupation plus limitée, mais causant des ravages, et destruction énorme par d'autres moyens. Je pense que cette invasion serait un désastre pour l'armée israélienne, un désastre absolu, et en fin de compte, pour Israël. Mais le point de Larry est plus important. Des pays comme la Turquie, par exemple, qui gagnent de l'argent avec Israël, qui commercent avec Israël, qui fournissent du méthane et du pétrole malgré la guerre, qui disent génocide, criminel de guerre, mais qui attendent de voir si Israël, après le conflit, sera différent d'avant le conflit. Dès qu'ils se rendront compte que ce ne sera plus le même Israël, alors tout sera fini, parce qu'ils agiront enfin. Et quand ils commenceront à couper toutes les ressources nécessaires à la survie d'Israël, alors la partie sera terminée. Netanyahou sera expulsé de la ville couvert de goudron et de plumes, ou pire. Et si Trita a raison, l'Iran ira jusqu'au bout, et tant pis pour les États-Unis. Ils vont écraser Israël. Ils ont la capacité de le faire, et ce sera rapide et violent. Netanyahou devra prendre une décision. Il compte sur l'arrivée de Trump. Donc tout cela revient à savoir si c'est l'Empire qui orchestre Israël ou Israël qui orchestre l'Empire. Vous savez ce que j'en pense. Mais quoi qu'il arrive, si on intervient, tout sera fini. Nous serons finis comme grande puissance. Oui, un spectateur, Anthony, qui a envoyé plusieurs superchats, voulait qu'on parle de ça. Trump s'est disputé avec Netanyahou après que le Premier ministre a nié que les photos de Palestiniens affamés soient vraies. Un officiel a dit que l'appel était surtout à sens unique sur l'aide humanitaire. Mais on connaît ça, Larry. Trump qui s'énerve contre Netanyahou, Trump qui le confronte. Et qu'est-ce qu'on en retire? Pas grand-chose, à part un blanc-seing pour tout ce qu'Israël fait. Trump a même dit que cette invasion, occupation, serait la salvation de Gaza, de la Palestine, des habitants, que ça mettrait fin au conflit, que Hamas serait éliminé et qu'il y aurait la paix en Palestine. Quelle est ta réaction? Il lui a crié dessus. Et alors, a-t-il coupé l'aide? Non. Lui en envoie-t-il plus? Oui. Lui a-t-il demandé de sortir de Gaza? Non. Qu'il crie donc. Ça ne change rien. Et malheureusement, Trump est exposé encore et encore, que ce soit en mer Rouge avec les Houthis, en Israël avec Netanyahou, en Ukraine avec Zelensky ou en Chine, aux énormes limites du pouvoir et de l'influence des États-Unis. En fait, ce pouvoir recule. Il ne grandit pas. Alors par frustration, sûrement, on s'énerve, mais je voudrais que crier sur Netanyahou change quelque chose. Mais vous avez vu les images. Netanyahou est un enfoiré impénitent. Je pense que le moment ultime pourrait venir quand Netanyahou appellera Trump en disant « Je coule, mon pays coule, tu dois aider ». Et Trump dira non. Et Netanyahou utilisera une arme nucléaire. Et je ne doute pas un instant qu'il le ferait. Maintenant, si ses vassaux le feraient aussi, c'est une autre histoire. Que ce soit qu'il lance effectivement un missile ou qu'il l'utilise, c'est une autre histoire. J'aimerais croire qu'il y aurait des gens sensés qui refuseraient cet ordre. Oui, bien sûr. Le mot sensé est intéressant ici parce que les rapports disent qu'il y a eu beaucoup de désaccords et de protestations, comme je l'ai montré, même au sein de l'armée israélienne, contre une invasion totale de Gaza. Parce qu'ils savent que plus ils envoient en troupes, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez tous les deux dit, plus ils envoient, plus ils deviennent des cibles ouvertes pour une résistance qui n'est absolument pas morte. Et puis, pour toi, tu sais, le dernier point, si tu veux réagir là-dessus, c'est ce dont tu parlais, colonel Wilkerson, que les constructeurs automobiles chinois empruntent un raccourci. Et que ce raccourci, c'est la mer Rouge et le canal de Suez, ce qui signifie qu'en Sarallah,
Houthi tient sa promesse en ciblant effectivement dans son blocus les navires directement impliqués dans, tu sais, le génocide et les atrocités absolues qui se passent à Gaza. Donc, vos réactions finales, alors qu'on conclut ici sur la situation globale, et comment vous percevez ce qui semble être de plus en plus un Israël de plus en plus dangereux et désespéré. Pour moi, Israël essaie d'établir le grand Israël aussi vite que possible, peu importe le prix, parce qu'il sait que le temps, je crois que c'est impossible, mais ceux qui dirigent Israël croient que le temps est compté. Je vais juste ajouter un commentaire. Il y a aussi, et je pense que c'est une erreur de notre part dans ce pays de ne pas le considérer sérieusement, environ 40 millions d'Américains qui veulent que ça arrive parce qu'ils voient Jésus, tu sais. Oui. Oui, ça ferait un excellent sujet pour une autre émission. Juste, comment les différentes eschatologies, tu sais, les doctrines des derniers jours, influencent à la fois le judaïsme, l'islam et le christianisme. Tu retrouves dans chacune de ces religions des prédictions sur comment le monde se termine, comment un Messie revient ou, tu sais, le prophète revient. Et quand tu rassembles ces gens, ceux qui adhèrent vraiment à ces croyances, ils ont tendance à être un peu fanatiques, très convaincus, prêts à agir en conséquence. Donc quand tu les mélanges, ça peut devenir un mélange assez explosif, et dans certains cas, tu peux voir comment ils s'encouragent mutuellement. Mais c'est Trump. Je ne pense pas qu'il recevra son prix Nobel de la paix avec ce qui est susceptible de se passer dans les 2 à 3 prochains mois. Oui, en fait, nous avons un ambassadeur aux États-Unis qui est l'un d'eux. Yes, Oui, he's c'est un evangelical. évangélique. Yes, Oui, un hardy vrai chrétien sioniste Christian Zionist dur. indeed. Messieurs, c'était une Um, excellente émission. Gentlemen, this Tout was a le great monde, show. pensez à Everybody, cliquer sur le make sure bouton you hit the like j'aime button before avant you de go. That partir. helps keep the show Ça aide à going faire in vivre YouTube's l'émission algorithm dans well l'algorithme de after YouTube. we end here. Après Gentlemen, la this was a great fin de show. cette Everybody, émission, make sure allez you dans la hit the like description de la button before you vidéo, go. That vous helps y keep the show trouverez going in YouTube's Sonar algorithm well 21, le after blog we que end tient here. Larry YouTube's Johnson. algorithm Et vous well pouvez aussi y after we trouver end toutes les here. manières de Be sure to go soutenir to the cette video description émission. where you can find Sonar Substack, 21. That Patreon is the et blog beaucoup that d'autres Larry options. Je Johnson serai de runs. retour And you can demain go to avec the video Jeffrey description Sachs to find all et the places to ensuite, support this je show, crois, Patrick Hennigan Substack, pour la Patreon, and seconde so many moitié other de options. I'll l'émission be à back tomorrow 14 with heures, Jeffrey Sachs, heure de l'Est, and then même I heure. believe Patrick Soyez là Henningsen le in the 12 second août. half of that show, D'ici là, 2 p.m. Eastern, prenez same soin de vous. time. So be N'oubliez there pas de August 12th. cliquer sur le bouton Until then, j'aime everybody, avant de take care. partir. Hit that like button before C'était you une go. It was a super great émission show, and we're et gonna on head va se out here quitter ici together. ensemble. Bye Au bye. revoir. Au revoir.